pouvoir redémarrer avec donc cette présentation de Marie-Noëlle Doutrex qui va nous parler des bots Wikipédia et nous permettre de partager avec elle son travail à ce propos et savoir si on peut penser à l'aide des bots wikipédiens l'automatisation du journalisme. Voilà, Marie-Noëlle. Merci. Je voudrais commencer par remercier le CREM, les organisateurs de cette journée d'études et les coordinateurs du programme Olki pour cette journée d'études. Donc, en effet, je vais parler des bots dans Wikipédia. Donc, c'est un peu comme un contrepoint de ce qu'on a pu voir déjà avec l'automatisation dans le journalisme. Donc, je commencerai par expliquer un peu quelles sont les différentes tâches réalisées par les bots dans Wikipédia, en particulier les tâches qui concernent le contenu des articles, donc la création d'articles ou la lutte contre le vandalisme. Ensuite, je parlerai des questions que pose l'automatisation quant aux frontières entre travail humain et travail non humain et leurs interactions. Ça me donnera l'occasion de parler de la perception de l'automatisation dans la communauté wikipédienne francophone. Et en ouverture, je ferai quelques liens avec le journalisme, mais voilà, ce sont plutôt des pistes qui seront à compléter et préciser lors d'une prochaine enquête. Alors, les questions posées, donc, quel est le rôle éditorial des bots dans Wikipédia ? Et est-ce que on peut s'en servir pour penser l'automatisation dans le journalisme ? Alors, pour commencer, il faut dire que les bots, c'est pas tout à fait quelque chose de bien fixe et déterminé, clairement défini dans la Wikipédia francophone. Ils ont des niveaux techniques différents, des activités différentes, des usages différents. Néanmoins, ils sont identifiables, mais en fait pas tous, c'est ce qu'on verra, par un compte utilisateur qui mentionne normalement donc, leur spécificité, donc d'être automatique ou semi-automatique dans la plupart des cas. Donc quand même une petite définition que j'ai trouvée sur la Wikipédia francophone. Les bots sont des agents automatiques ou semi-automatiques qui interagissent avec Wikipédia, comme le fait un utilisateur, mais pour des tâches répétitives et fastidieuses pour un humain. Donc là, déjà, on a cette idée qu'on retrouvera dans la présentation, que les bots font le travail que les humains veulent bien leur déléguer. Alors, la définition des bots est quand même un peu plus précise dans la Wikipédia anglophone. Donc, où là, une distinction est effectuée entre les bots qui sont plutôt qui sont censés faire des éditions de manière automatisée et les assistantes, les logiciels d'assistance pour l'édition, pour la rédaction, qui là demandent d'abord une validation d'un humain pour ensuite être publié. Donc au final, sur la Wikipédia francophone, tout ça est un peu plus mélangé et c'est difficile au final d'identifier si une tâche a vraiment été réalisée de manière automatisée, semi-automatisée ou en fait plutôt réalisée de manière manuelle. Alors la méthode, plutôt les méthodes, donc des entretiens avec des contributeurs qui ont développé des bots. Dans Wikipédia, on appelle ça les dresseurs de bots. Du personnel de l'association Wikimedia France, donc le coordinateur général et un salarié qui s'occupe du système de réseau, administrateur système réseau. Des données collectées sur deux corpus d'articles, deux corpus de 292 articles chacun. L'analyse donc, des pages d'utilisateurs des dresseurs de robots, mais aussi des pages des robots, puisqu'ils en ont une. L'examen des historiques de contribution pour essayer de retrouver réellement quelles tâches ont effectué les bots et l'analyse de plusieurs pages de discussion où sont débattues justement la place qu'il faut donner aux bots dans Wikipédia. Alors quelques données d'abord.
Donc actuellement, il y a 85 bots actifs sur Wikipédia. Le critère, c'est le même que pour les contributeurs humains. Il s'agit d'avoir fait au moins une contribution dans le mois précédent. Il y a approximativement 30 bots par jour qui font des modifications. Et il y a environ 6000 contributions qui sont faites par jour par des bots. Donc le cadre théorique, ici concernant Wikipédia, donc concernant pas forcément spécifiquement l'usage de bots dans Wikipédia, mais l'organisation du travail à l'intérieur de l'encyclopédie, ses règles, ses principes. Et deux recherches importantes qui ne concernent pas Wikipédia, donc Antonio Casilli en attendant les robots, plutôt pour l'aspect travail humain-non humain, ce que le travail automatisé cache comme travail humain, ce qui est une idée qui est assez importante pour cette présentation, et Olivier Voirol pour les enjeux de visibilité et d'invisibilité. Donc il y a tout le numéro de réseau ici mentionné et intéressant pour cette approche. Alors, les bots, ce n'était pas le sujet principal de mes recherches à la base sur Wikipédia. Mais quand j'ai fait une étude de corpus, les données concernant les bots m'ont intriguée et j'ai décidé de les collecter. Pour cette présentation, j'ai choisi de rendre visibles quelques difficultés qui se posent aux chercheurs quand ils se basent sur des données fournies par les plateformes numériques elles-mêmes. Et donc, cette étude est un bon exemple. Donc là, j'ai fait une étude de corpus, donc 2 corpus différents. Le premier, c'était tous les articles qui étaient regroupés dans la catégorie génétique. Donc des articles, en fait, peu travaillés, souvent très succincts, avec pas beaucoup de contributeurs. Et deuxième corpus très différent, les articles les plus consultés pour un mois donné, avec beaucoup de contributeurs, de contributions. Donc, ce qui m'a alertée, c'est que pour le corpus de génétique, 2 articles étaient mentionnés. Pour 2 articles, il était mentionné qu'un bot était le plus grand rédacteur. Et pour les articles les plus consultés pour un mois donné, c'était le mois de mai 2018, il y avait 19 articles où il était mentionné qu'un bot était responsable de la majorité du texte ajouté. Alors, je me suis demandé, est-ce que ça signifie que les bots écrivent les articles de Wikipédia ? Alors, je vous montre un peu comment ça se passe quand on travaille justement avec ces données. Donc, vous voyez à gauche la taille de la page, le nombre total d'éditions, le nombre d'éditeurs. Donc, vous voyez qu'il y a 44 éditeurs, enfin contributeurs. C'est ce qui est assez peu, mais c'est plus représentatif de la norme des articles dans Wikipédia que, par exemple, les articles sur des événements d'actualité, etc. Vous voyez à droite le nombre d'éditions qui ont été effectuées par des bots, donc 16. Le pourcentage, 26,2% de contributions a été effectuées par des bots. Et vous voyez le maximum de texte ajouté, donc par seul bot. La plupart des bots dans Wikipédia ont bot dans leur nom, ce qui permet de mieux les identifier, mais ce n'est pas le cas pour tous les bots. Donc on voit qu'il a ajouté un volume de 4731 bits de texte. Donc qui correspond même à une donnée supérieure encore que le volume actuel de l'article. Alors, autre donnée, on voit pareil que Salbot apparaît comme le premier contributeur de l'article en termes d'ajout de texte, mais il n'apparaît pas dans le top edit à gauche. Toujours sur le même article, on voit que Salbot a réalisé pourtant 4 modifications, donc on s'attendrait à ce qu'il figure dans le top edit, puisque le premier contributeur a fait que 5 modifications, et le deuxième n'en a fait que 3. Donc ça, c'est pour commencer à vous montrer en quoi le travail des bots est parfois invisibilisé dans Wikipédia. Donc on voit qu'il y a d'autres bots qui ont participé à l'article, il y en a 12. Donc la question c'est, est-ce que Salbot a écrit l'article, donc en l'occurrence l'article cellules somatiques. Alors, quand on a ce genre de questions, on enquête dans l'historique des contributions et on essaie de retrouver quel type de modification a fait Salbot. Alors là, il apparaît que, on le voit ici, 28 février 2013, je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Donc on voit Salbot a ajouté 4731 bits d'articles, de texte.
Sauf qu'en fait, on voit à côté qu'il s'agit d'une révocation. C'est-à-dire que Salbot, l'action qu'il a faite à ce moment-là, c'était d'annuler les modifications du contributeur précédent qui avait supprimé du texte. Ce qui a pour conséquence, en fait, que Salbot n'a absolument pas écrit la moindre phrase pour cet article. Tout ce qu'il a fait, c'est annuler des modifications qui supprimaient du texte. Et donc, c'est à cause de ça qu'il est indiqué comme plus grand rédacteur de l'article. Donc ça, c'est pour vous montrer un peu comment il faut être prudent aussi avec les données qu'on traite. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que les bots n'écrivent pas d'articles dans Wikipédia ? Eh bien, non, ils contribuent quand même aux articles, y compris pour le côté rédactionnel, comme on va le voir aujourd'hui. Seulement, ce n'est pas le cas pour les corpus, donc les articles des corpus en question, où ils étaient inscrits comme plus grands contributeurs à cause justement d'actes contre le vandalisme. Alors, quelques chiffres par rapport à la création d'articles. Dans la Wikipédia francophone, 4% des articles ont été créés par des bots, c'est-à-dire environ 80 000 articles. Mais en fait, les bots ont participé à la rédaction de beaucoup de sections d'articles, en plus de cela, mais leur travail n'est pas forcément justement quantifiable et visible dans l'encyclopédie. C'est justement là où les entretiens ont été un grand apport, c'est que des contributeurs ont dit qu'ils s'étaient servis de bots pour rajouter du texte dans l'encyclopédie, mais depuis leur propre compte, donc ça n'apparaît pas dans les statistiques. Alors, la création automatisée d'articles, c'est quelque chose qui fait débat au sein de la Wikipédia francophone, ça ne va pas de soi. Comme on le verra ici, il y a des enjeux de réflexion autour de quelles tâches on délègue aux bots, pourquoi, quel est le sens, quelle est leur utilité. Donc quelques problèmes qui sont mis en avant par les contributeurs, c'est que la création d'articles par les bots crée finalement plus de travail que de bénéfices, notamment parce que s'ils font une erreur, eh bien, il faut ensuite réparer cette erreur qui peut avoir été insérée dans des milliers d'articles. Pareil, il y a l'idée que les bots sont capables de créer des milliers d'articles, ça a été fait. Par exemple, il y a un bot qui a créé 20 000 articles sur des planètes mineures. Mais le problème, c'est qu'ensuite, il faut des contributeurs humains pour surveiller ces articles contre le vandalisme. Normalement, quand un contributeur crée un article, ensuite, il l'a dans sa liste de suivi des modifications, ce qui fait que quand d'autres contributeurs modifient cet article, il voit exactement ce qui a été modifié et il peut surveiller un peu l'article pour vérifier que sa qualité augmente et non pas décroît. Là, en l'occurrence, quand un bot crée 20 000 articles, qui va suivre les articles ainsi créés. Ensuite, troisième point, c'est que la création automatisée d'articles est souvent effectuée à partir de bases de données, sauf que ce qui figure dans les bases de données n'est pas forcément toujours assez important pour figurer dans l'encyclopédie. Donc c'est là où on va retrouver, j'en parlerai plus tard, des débats entre les contributeurs qui sont pour accepter tous les sujets dans Wikipédia et ceux qui pensent qu'au contraire, il faudrait restreindre, qu'il y aurait des sujets qui seraient encyclopédiques et d'autres qui ne le seraient pas. Alors, l'argument pour la création automatisée d'articles, c'est celui de la contribution. C'est-à-dire que si un contributeur... il y a plus de chances qu'un contributeur voit un article pas très bien développé et ait envie d'y apporter sa contribution, plutôt que le courage de créer dès le début entièrement un article sur un sujet. Donc c'est un argument qui est à la fois qui revient quand même assez fréquemment, mais qui est contesté aussi par une part de la communauté. Alors, oui, donc ça c'est une phrase dans une phrase trouvée sur une page de discussion par un contributeur qui dit que justement la création automatisée d'articles, ça concentre tous les problèmes inavoués de Wikipédia
C'est-à-dire toutes les discussions entre ceux qui veulent supprimer des articles et ceux qui veulent au contraire tout inclure, ceux qui pensent qu'il faut d'abord faire de la qualité, se concentrer sur les articles qui existent déjà pour les améliorer, et ceux qui pensent qu'il faut augmenter le nombre d'articles autant que possible, ceux qui pensent qu'il faut rester vraiment sur des missions très encyclopédiques, et ceux qui pensent que qu'il ne faut pas craindre le fait de ressembler à une base de données pour ce qui est de certains articles. Et enfin, toutes les questions autour du travail humain et du travail des bots auxquels on reviendra. Alors, les bots sont des contributeurs indispensables à Wikipédia, au-delà même de la création d'articles. 26% des modifications sont réalisées par eux. Donc là, c'est juste pour la Wikipédia francophone. Ce chiffre est beaucoup plus élevé dans certaines Wikipédia, on y reviendra. Et ce résultat est sous-estimé parce que justement beaucoup de contributions sont faites à partir des comptes d'utilisateurs et donc sont invisibilisées dans les statistiques de Wikipédia. Donc c'est la question que je traite maintenant. Donc d'une part, les bots sont exclus du top list, de la liste du top éditeur des articles. Donc là, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire que si on mettait les bots dans les articles, dans la liste des plus grands contributeurs, finalement, ils prendraient quasiment toute la place et ça poserait des problèmes au niveau de l'octorialité parce que cette liste est censée déterminer un peu qui sont les auteurs de l'article, mais surtout, en fait, ça démotiverait les contributeurs puisque certains contributeurs très, très engagés dans l'encyclopédie regardent. On m'a dit, on regarde tous les soirs, leurs statistiques, leurs métriques. Et le fait d'apparaître comme premier contributeur d'un article est quelque chose d'assez honorifique, qu'ils peuvent écrire ensuite sur leur page d'utilisateur, etc. Donc ça a un intérêt assez grand pour encourager la participation dans un contexte où l'encyclopédie est entièrement réalisée par des bénévoles. Par ailleurs, on reproche aux bots d'envahir les historiques de modification d'articles et on cache du coup les modifications effectuées par les bots dans certaines listes de suivi afin qu'ils ne polluent pas les listes de suivi par des modifications mineures. Donc certains contributeurs regrettent que les articles créés par les bots, justement, ne soient pas présentés comme tels par un bandeau d'avertissement, comme il peut en exister pour plein d'autres sujets dans Wikipédia, ou par une mention. Cet article a été créé par un bot, comme il y a une mention, cet article est issu d'une traduction de la Wikipédia anglophone. Alors ça, c'est ce qu'on voit comme données quand on ne cache pas le travail des bots. Donc là, vous voyez, il y a un onglet « Cacher les bots ». Quand on va sur cette page, normalement, on voit que le top, pour toute la Wikipédia francophone depuis ses débuts, le top des plus grands contributeurs. Donc quand on ne marque pas « Cacher les robots », on n'a que des comptes de contributeurs humains. Et quand on clique dessus, on a en fait une liste où il apparaît quasiment que des bots, comme plus grands contributeurs. Cette liste, elle continue. On peut voir les 50 plus grands contributeurs, les 100 plus grands contributeurs. On retrouve en fait des bots, même si on regarde les 20 suivants, on retrouve aussi les bots comme plus grands contributeurs. Donc là, 16 des 20 plus grands contributeurs de la Wikipédia francophone sont des bots. Alors, quel type de tâches ils réalisent? Donc des tâches orthographiques, beaucoup de tâches mineures, il faut le dire. Des tâches de traduction aussi, de maintenance, beaucoup, de catégorisation d'articles, mais aussi de lutte contre le vandalisme, et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors, la lutte contre le vandalisme, là, on peut faire un parallèle, peut-être, ça pourrait être intéressant pour tout ce qui est modération des commentaires dans le journalisme ou sur les réseaux sociaux, où là, ça pourrait nous permettre de faire des liens avec l'automatisation dans ce type de contexte. Alors, les bots aident à maintenir la qualité de l'encyclopédie. Donc, ils identifient les types de vandalisme les plus visibles, c'est-à-dire la suppression de texte, comme on l'a vu avec Salbot, l'ajout d'insultes, etc. Et ils sont capables donc de revenir à la version précédente sans demander l'accord d'un contributeur humain. Ils font ça assez rapidement, donc il y a même un concours, disons, à qui réussira à trouver un vandalisme un peu évident et à
à révoquer la modification avant Salbot, puisque le bot est considéré comme étant vraiment très, très rapide. Néanmoins, il y a une règle qui interdit aux bots dans Wikipédia d'être trop rapides pour éviter justement qu'en cas d'erreur, ils fassent trop de modifications et qu'ils fassent trop de dégâts rapidement. Donc on va se concentrer un peu sur Salbot, qui est vraiment un cas à part dans la Wikipédia francophone. Donc, lui, il utilise des algorithmes qui peuvent être considérés comme de l'intelligence artificielle basique, contrairement aux autres bots qui, en fait, ne sont pas du tout considérés comme relevant de l'intelligence artificielle. Donc lui, il suit en temps réel les modifications et il détecte celles qui sont suspectes et il les annule. Donc on dit qu'il existe 3 filtres dans la Wikipédia francophone. Donc, le premier filtre, c'est les bots qui repèrent les vandalismes les plus importants. Deuxième filtre, c'est les patrouilleurs, donc des contributeurs humains qui vont suivre toutes les dernières modifications effectuées sur l'encyclopédie. Et le troisième filtre, ce sont les contributeurs qui sont abonnés à certains articles pour voir toutes les modifications sur certains articles de prédilection dont ils connaissent le sujet et ça leur permet donc de voir des modifications sur des sujets qu'ils connaissent et donc ils peuvent encore mieux voir l'insertion de fausses informations et tout ce qui relève de ce qu'on appelle le vandalisme sournois. Alors comment Salbot procède? Donc il a différents critères. Tous les critères ne sont pas connus justement pour éviter que ceux qui sont considérés comme vandales ne jouent avec l'algorithme pour justement réussir à contourner Salbot. Quelques critères connus néanmoins, le fait qu'il n'y ait pas de résumé de modification. En fait, normalement, quand on fait une modification dans Wikipédia, on doit marquer en quelques mots quel est l'objet de la modification. Les contributeurs qui ne sont pas enregistrés aussi sont suspects de fait pour le bot. Ça, c'est des choses que des recherches, par exemple, de Dominique Cardon ont déjà montré, justement, et ont déjà soulevé comme problème dans le fonctionnement de Wikipédia. Donc, Salbot utilise un score donc, qui est équilibré par rapport au contexte. Donc, est-ce que le contributeur est-ce que le contributeur qu'il suspecte a déjà eu des modifications annulées ou est-ce que, à l'inverse, Salbot s'est déjà trompé en annulant les modifications de ce contributeur et en fait, il ne fallait pas. Donc tout ça, c'est des choses d'expérience que le bot prend en compte pour mieux gérer son travail. Alors je vous disais, Salbot, c'est un bot qui est vraiment à part dans la Wikipédia francophone car il est très apprécié. Il est extrêmement reconnu pour son travail. C'est un peu comme une sorte de mascotte. C'est-à-dire que sur sa page d'utilisateur et sur ses pages de discussion, il y a plein de posts de contributeurs qui le félicitent pour son travail. Certains même lui souhaitent joyeux anniversaire. Enfin bon, voilà. Donc il est assez personnalisé. Et il y a un consensus autour de lui. Néanmoins, malgré tout, on voit qu'il y a quand même une certaine réticence de la part de la communauté vis-à-vis des bots, même vis-à-vis de Salbot, et ces réticences apparaissent lorsqu'il s'agit de conférer le statut d'administrateur à Salbot pour qu'il puisse effectuer d'autres types de tâches. Et là, on voit que le fait qu'il soit automatisé est un argument qui revient contre le fait de lui accorder le statut d'administrateur. Alors, ça nous emmène à questionner la perception des bots de manière plus générale. En fait, les degrés de tolérance et d'acceptation des bots dans Wikipédia dépendent énormément des communautés de langue. Donc, dans la Wikipédia en français et la Wikipédia en anglais, la tolérance est assez basse. Le contrôle des bots est important, comme on va le voir plus tard, alors que dans la Wikipédia en suédois, on laisse les bots créer la majorité des articles, faire énormément d'éditions. C'est un travail qui ne crée pas de débat comme pour la Wikipédia francophone. Donc là, c'est pour illustrer quant à la Wikipédia anglophone.
on voit qu'ils ont changé en fait leur règlement, ou ils ont créé un règlement spécialement pour les bots, justement parce qu'il n'y avait pas de consensus sur leur travail au sein de l'encyclopédie. Donc là, c'est un règlement qui vise à limiter la création massive d'articles par des bots, ou en tout cas à demander plusieurs fois l'autorisation pour réussir, pour accepter que des bots créent des articles à large échelle. Un contributeur sur une page de discussion a écrit la création d'articles automatisés est autorisée pour les gens qui veulent bien subir en retour plein d'attaques, remarques déplaisantes, propos agressifs, harcèlement en somme. Bon, c'est un peu exagéré, mais l'idée c'est que les développeurs de bots sont quand même exposés aux remarques et aux critiques de tout le reste de la communauté dans ces Wikipédia-là, dans lesquels la tolérance aux bots est assez faible. Donc ça, c'est un extrait de la Wikipédia francophone qui essaie de lister donc, les bénéfices et les effets secondaires des bots. Donc on voit que le vandalisme apparaît dans les bénéfices offerts par les bots, le fait de mettre à jour automatiquement des informations également, et dans les effets secondaires, on voit justement la question des articles qui sont créés qui finalement ensuite ne sont jamais modifiés par des contributeurs humains, et aussi l'augmentation artificielle de l'activité perçue de Wikipédia. C'est ce que je vous disais par rapport aux données, où ça crée un certain nombre de problèmes d'identifier qu'est-ce qui relève des bots ou non. Alors, l'intégration des bots dans la Wikipédia francophone. Donc, il faut demander un statut particulier. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est assez recommandé. Donc, sur les 85 bots, je vous avais dit qu'il y avait 85 bots actifs, et il y en a 65 qui sont autorisés. La procédure est assez lourde, puisque justement il faut justifier à la fois de sa bonne maîtrise technique du bot, mais aussi de son utilité. Et c'est une procédure qui a comme effet de démotiver quand même certains développeurs à créer de nouveaux bots ou à poursuivre leur travail avec leurs bots. Ça a pour deuxième conséquence que les contributeurs qui veulent quand même utiliser des bots vont le faire depuis leur propre compte en invisibilisant là aussi leur travail. Alors, la fiabilité de l'information. Donc c'est une question qui se pose bien sûr pour la communauté. Comme le dit un de mes enquêtés, si une erreur est faite, le fait d'être automatisé est une circonstance aggravante, c'est-à-dire qu'on va encore plus reprocher à un bot d'avoir fait une erreur qu'à un être humain. D'un autre côté, l'automatisation, c'est quand même vu comme un rempart contre justement des erreurs humaines qui peuvent être faites dans la manipulation de données chiffrées de manière répétitive, comme ça peut être le cas par exemple s'il faut actualiser le nombre d'habitants de toutes les communes de France. Un être humain va insérer des erreurs, là où un bot, en utilisant une bonne base de données, réussira normalement à actualiser tout ça rapidement et avec une marge d'erreur assez faible. Donc il y a un phénomène d'autocensure, comme je disais juste avant. L'idée que des bots puissent infliger des dégâts massifs à l'encyclopédie encourage les développeurs décourage plutôt les développeurs dans l'utilisation de l'automatisation. Alors, quelques facteurs d'acceptation du travail automatisé. Donc, il faut déjà que les bots soient au service de la communauté entière et ne leur rajoute pas du travail supplémentaire, notamment donc, de suivi des modifications. Les tâches accomplies doivent provenir vraiment de la communauté. Si un développeur de bots réalise une tâche un peu dans son coin sans prévenir la communauté, il risque ensuite d'être confronté à des critiques. L'activité des bots doit pouvoir être suivie et contestée par tous les membres de la communauté. Et le développeur du bot doit être responsable de celui-ci et répondre de ses actions. Cela a pour conséquence un surcoût de travail énorme pour celui qui développe un bot, qui doit donc s'exposer à la surveillance de la communauté. Donc cette surveillance, elle est généralisée, elle est partout présente dans Wikipédia, mais là en particulier dans le cas de dresseurs de bots. En plus, il y a tout un travail, disons, presque pédagogique pour expliquer au reste de la communauté quel est l'avantage de ce bot, comment il fonctionne, etc. Donc, une
conclusion partielle pour cette partie, c'est que finalement, les bots cachent beaucoup de travail humain. Beaucoup de travail humain de la part de la communauté, mais surtout de la part des dresseurs. Donc on peut se demander tout ce que l'automatisation permet finalement quand on le met en balance dans un certain contexte avec tout ce que ça nécessite comme travail humain. On peut réfléchir à cette question, notamment par rapport à l'ouvrage de Cassili. Et à l'inverse, ce qui est aussi intéressant, c'est que le travail qui est attribué à des contributeurs humains cache en fait du travail de bots et du travail soit assisté pour l'édition assistée, soit travail automatisé, etc. Donc, si aussi les humains utilisent les bots depuis leur propre compte, c'est également pour augmenter leur métrique de performance. Et il y a des suspicions entre contributeurs sur le fait que si un contributeur est aussi prolifique, c'est parce qu'en fait, il utilise des outils, donc quelque part, il triche, etc. Voilà, ça rentre aussi dans ce genre de considération. Alors, comme on n'a pas finalement beaucoup parlé d'intelligence artificielle, c'est juste une piste qu'il faudrait creuser. L'intelligence artificielle de Salbot est basique. L'équivalent de Salbot dans la Wikipédia anglophone a une intelligence artificielle un peu moins basique selon les contributeurs, mais qui reste quand même assez simple. Mais la Wikipedia Foundation a créé un outil, ORES, qui lui est censé vraiment être de l'intelligence artificielle et qui sert donc à la lutte contre le vandalisme. L'idée, c'est que Salbot et son équivalent anglophone auraient tendance à décourager les nouveaux contributeurs en effaçant leurs modifications, alors que ces nouveaux contributeurs seraient de bonne foi, c'est juste qu'ils ne connaissent pas encore assez l'encyclopédie. Donc grâce à ce nouvel outil, il n'y aurait pas justement de découragement de ces nouveaux contributeurs. On pourrait continuer à augmenter le nombre de contributeurs, ce qui est un souci permanent de Wikipédia. Alors maintenant, pour finir, quel lien on peut faire avec l'automatisation dans le journalisme ? Donc le Washington Post utilise un bot, Heliograph, pour écrire automatiquement des articles sur des sujets comme les actualités économiques, les résultats sportifs, les résultats électoraux, ce genre de choses. Donc en fait, ça demande un travail un peu en amont pour avoir une sorte de... pour apprendre un texte... pour apprendre au bot à écrire un texte sur des sujets un peu formatés, donc par sujet. Et ensuite, le bot va lui-même aller chercher les informations pertinentes dans une base de données ou même dans un site internet, etc. Et ce système permet au bot donc de publier ensuite très rapidement quand les résultats sportifs, électoraux, etc. Tombent, sans forcément être relus par un humain, puisque le travail a beaucoup été fait en amont. Donc on va voir, c'est différent. Donc c'est un peu pareil que dans Wikipédia, ça fonctionne aussi comme ça. Et c'est différent d'un autre cas qui m'a intéressée, où j'ai fait un entretien avec le cofondateur, qui fonctionne là de manière sémantique. Les algorithmes suivent entre 300 et 500 sources, secondaires et primaires. Donc par exemple... le site internet de la mairie, de la police, les communautés de presse, etc. Et bien sûr, source secondaire, tous les articles de presse. Et à partir de là, il crée de nouveaux articles. Ce qui m'a intéressé dans ce cas, c'est que justement, on retrouvait cette tension autour de l'automatisation. D'un côté, à la base, l'entreprise valorisait le fait de faire du travail, soi-disant journalistique, juste à des algorithmes, sans journalistes. Et finalement, un an plus tard, quand j'ai fait l'entretien, le travail des journalistes était très mis en avant, très valorisé, alors même que justement ces journalistes ne figurent pas sur leur site internet. Quand on regarde l'équipe de l'entreprise, on voit que des ingénieurs, etc. Donc voilà, on retrouve encore cette tension autour du travail humain dans le domaine de l'information, où on attribue bien sûr au travail humain une sorte de qualité particulière pour ce domaine-là. Voilà, donc, pour finir, cette étude montre qu'on ne peut pas penser le travail automatisé uniquement du point de vue technique.
L'idée, c'est que la communauté va accepter l'automatisation dans la mesure où elle ne se sent pas, disons, dévalorisée par le travail des bots. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une sorte de hiérarchie des tâches qui va se recréer, où on va donner des tâches jugées fastidieuses, répétitives, etc. aux bots. Mais quand ça touche à la création d'articles, à la rédaction d'articles, à des choses qui relèvent des compétences humaines et du prestige, disons, des contributeurs, alors là, des débats se créent qui peuvent être assez vifs. Donc l'idée... voilà, c'est qu'il peut y avoir aussi un sentiment de dépréciation du travail lié à l'automatisation et on peut retrouver ce sentiment à la fois dans une communauté comme Wikipédia ou dans le milieu journalistique. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie-Noëlle. Bon, voilà une comparaison intéressante entre Wikipédia et le domaine du journalisme, parce qu'effectivement, on peut penser que les fonctionnalités qui peuvent être automatisées pourraient être de même nature. Donc, c'est une étude intéressante. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Qui veut rebondir sur l'exposé de Marie-Noëlle Dutreix? Par rapport aux contributeurs sur Wikipédia dont vous avez parlé, qui cèdent des bots, mais qui ne les utilisent pas, enfin, le bot n'est pas pris en compte en tant que contributeur. Comment ils font? Si le bot n'est pas sur Wiki, comment ils... Je ne comprends pas comment ils rédigent leur article. Ils cèdent en cédant du bot. Alors, un bon exemple qui ne concerne pas justement la création d'articles, mais qui montre bien les tensions. Donc, je vous ai dit, il y a un statut différent dans Wikipédia, celui d'administrateur, qui en fait permet de gérer des aspects que tous les contributeurs ne peuvent pas gérer, comme justement le fait de bloquer un contributeur ou non, etc. Et donc, un administrateur faisait depuis son propre compte un travail de bloquer les proxys ouverts parce qu'on considère que c'est un risque de détérioration de Wikipédia, de vandalisme, etc. Et il le faisait avec un bot depuis son propre compte depuis des années. Sauf que ça fait que les modifications du bot, justement, étaient mélangées aux siennes. Et ça changeait, justement, son activité au niveau de ses métriques, justement au niveau de ses métriques et de ses données de contribution. Et donc, il a voulu créer une page d'utilisateur spéciale spécifique à son bot. Mais il fallait que ce bot ait le statut d'administrateur pour faire cette tâche, justement, puisqu'il s'agissait de bloquer. Et donc, il a demandé le statut d'administrateur pour ce bot, et ça a créé une assez vive polémique parce qu'il était hors de question, comme si ça signifiait être gouverné par un bot que de donner le statut d'administrateur. Et ceux qui étaient pour lui disaient, mais en fait, ça change strictement rien. De toute façon, ça a toujours été un bot qui avait effectué cette tâche, c'est juste qu'il le faisait depuis un autre compte. De toute façon, le bot... C'est pas une entité qui existe indépendamment de tout. Évidemment, il est rattaché de toute façon à un contributeur humain qui le surveille, qui vérifie ce qu'il fait, qui lui donne des tâches à faire aussi. Voilà. Mais c'était pas forcément un argument entendable pour une partie de la communauté. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, Julien. Un constat plus qu'une question. Dans le journalisme, on entend de plus en plus parler du problème de confiance dans les médias. Et une des réponses possibles qui est préconisée, c'est de développer une meilleure explication de la manière dont les journalistes fonctionnent. Finalement, on n'est pas très loin des exigences qui sont faites des bots. On veut savoir comment ils fonctionnent. La manière dont ça se discute sur Wikipédia de manière très démocratique et très inspirante, je trouve, aussi bien pour des activités humaines comme celle de la presse, des médias et du journalisme. Et puis également, ça explique aussi pas mal de critiques, une inquiétude qu'on peut avoir vis-à-vis des réseaux sociaux, Twitter notamment, qui est truffé de bots lui aussi, et pour le coup, c'est discuté nulle part. Donc voilà, ça m'interroge, et j'ai trouvé ça très éclairant là-dessus, parce que Wikipédia, encore une fois, est vraiment un laboratoire de
de discussion démocratique autour de comment on fonctionne, comment on s'organise et comment on décide. Oui, en effet, ils essaient d'être au maximum transparents. C'est pour ça que le fait de ne pas donner totalement, disons, les dessous de l'algorithme de Salbot, c'est quelque chose qui les gênait un petit peu. Et d'un autre côté, bon, ça se comprend bien. Si on donne tout, après, le bot ne sert plus à grand-chose. On le contourne et on continue le vandalisme. Mais oui, c'est quelque chose qui est assez important. Tout à fait. Le fait que... Bon, après, la critique, c'est que c'est très procédurier. Très procédural. Voilà. Et ça peut décourager aussi la contribution, les initiatives, etc. Tout tend à se stabiliser au bout d'un moment. Et ça a des avantages en termes pour, disons, homogénéiser la qualité, mais ça a aussi des inconvénients, une sorte de lourdeur administrative qu'on ne penserait pas retrouver comme ça sur une plateforme numérique en ligne. Oui, moi j'avais une question par rapport à l'intelligence artificielle, parce que, sur laquelle tu conclus à la fin avec l'outil ORES. Ouais. Est-ce que vraiment là on est dans ce qu'on peut appeler de l'intelligence artificielle, ou est-ce que ça reste des algorithmes qui ont des fonctionnements très répétitifs? C'est-à-dire en fait il n'y a pas de machine learning derrière. Par rapport à je fais notamment allusion à la conférence à de PTM, où on avait eu une conférence de Johan Roxin qui avait parlé de stupidité artificielle dans certains cas, et qu'il fallait vraiment faire la différence entre ce qu'on peut dire comme étant de l'IA et ce qui n'en est pas. Donc quelle est ton analyse là-dessus par rapport à ces bots finalement? Bon, moi c'est pas que je tiens à reprendre l'expression intelligence artificielle à mon compte. Hein, c'est présenté comme ça par la Fondation Wikimedia. Je clique dessus, mais bon, je ne sais pas si ça va créer quelque chose. Eux, ils le présentent, tout à fait, comme relevant du machine learning, en effet. Justement, ce qui est intéressant, c'est que cet outil, il est créé par en haut. La Fondation Wikimedia, c'est celle qui gère tout depuis les États-Unis, qui en fait a beaucoup de partenariats avec Google, notamment sur l'intelligence artificielle. La Fondation Wikimedia fait partie d'un groupe de recherche sur l'intelligence artificielle où figurent aussi Amazon et d'autres. Donc pour eux, c'est un enjeu qu'ils identifient. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout un enjeu identifié par la communauté. Quand les communautés de contributeurs et même de salariés, mais au niveau local, comme la Wikimedia France, se réunissent, leur priorité, c'est pas du tout d'intégrer de l'intelligence artificielle dans Wikipédia. C'est plus comment augmenter les contributions de contributeurs qui sont un peu exclus pour l'instant, pour des raisons sociales, géographiques, etc. Voilà, on est dans des problématiques tout à fait différentes. Et justement, il peut y avoir une sorte d'écart constaté entre finalement les intérêts de la Fondation Wikimedia qui sont plus... de l'ordre de la recherche technologique poussée en lien avec les autres géants du numérique que les problématiques de terrain des contributeurs. Moi, je vais me permettre une question aussi, parce que tu as expliqué qu'effectivement, les bots, ils sont spécifiques à chaque Wikipédia dans un langage donné. Et ça, je suppose que c'est lié au fait que ces bots, ils interviennent essentiellement sur des questions de langagière, de traitement langagier. Alors, est-ce que vraiment, il n'y a pas de traduction possible d'une version de Wikipédia à une autre, parce qu'on voit bien qu'il y a des traductions d'articles de Wikipédia d'une langue en une autre. Est-ce que pour les bots, ça n'arrive pas du tout? Est-ce que tu as regardé un petit peu ça? Ou est-ce que ça arrive de temps en temps? Et quand est-ce que ça arrive? Alors, il me semble que Salbot est utilisé sur la Wikipédia en portugais aussi, donc il réalise le même type de travail, donc c'est tout à fait possible. Et le bot qui crée beaucoup d'articles sur la Wikipédia en suédois, on crée aussi beaucoup sur la Wikipédia en cebuano, la langue philippine. Pour des raisons personnelles, parce que c'est la langue de la femme de celui qui a créé le bot. Mais il n'empêche que c'est tout à fait possible d'utiliser un même bot pour plusieurs langues. La question de la traduction des articles dans Wikipédia, indépendamment des bots, elle est assez délicate parce que, de manière générale, il y a la question de la prédominance de la version anglophone sur les autres. Et s'il y a une traduction, ça sera dans le sens un article anglophone qui sera traduit pour la Wikipédia francophone et rarement l'inverse. Ça peut arriver, mais très rarement.
Donc voilà, il y a une indépendance, une volonté d'indépendance qui est quand même assez forte de la part de la Wikipédia francophone. Donc les traductions d'articles, ça a beaucoup d'intérêt, par exemple, sur des notions scientifiques hyper spécialisées, donc par exemple en génétique, où de toute façon les recherches sont publiées en anglais, donc voilà, ça change pas forcément grand-chose, mais le point de vue local est assez important dans les Wikipédias, sauf que ça pose énormément de problèmes, parce que la Wikipédia en français, c'est la Wikipédia des Français, des Canadiens, d'une partie de l'Afrique, de la Belgique, de la Suisse. Voilà. Et du coup, en fait, il y a un francocentrisme assez important dans les articles. Et, voilà. Et justement, ça fait partie des problématiques de terrain que d'essayer de remédier justement à ce francocentrisme dans la Wikipédia francophone.